Bonjour tout le monde. Merci Émilie, merci à l'équipe du HDH pour cette occasion de présenter la base BNDMR sur le catalogue du SNDS dans le cadre de cet appel à manifestation. Donc, la base BNDMR sur le catalogue SNDS, en fait, c'est une copie de l'entrepôt de données de santé de la BNDMR. Donc, pour parler plutôt de l'entrepôt, l'image de cette base, l'entrepôt de données de santé BNDMR qui est à l'APHP, sous la responsabilité de l'APHP, est un entrepôt qui ingère des données de l'application Bamara, qui est une application dans le cadre du soin et qui visait donc par le cadre du PNMR 2 plutôt, en fait, de la collecte, de l'activité, le suivi d'activité de prise en charge des patients maladies rares en France par les centres labellisés, centres de référence ou centres de compétences maladies rares. Donc, étant donné que c'est un suivi dans le cadre de la prise en charge, bien sûr qu'on parle alors dans ce cas d'un set de données minimum. Ça veut dire, en fait, c'est pas comme ce que j'ai vu là, certaines bases où il y a beaucoup de variables cliniques. Là, en fait, il y a un set de données minimum qu'on appelle maladie rare, à peu près une cinquantaine de variables. Après, ce n'est pas les cinquantaines de variables qui sont toujours bien remplies, mais les variables qui permettent le chaînage, par exemple, indirect, ou surtout le diagnostic, le statut du diagnostic et la partie, on va dire, descriptive des patients, elles sont obligatoires. Donc, ces informations, elles sont déjà bien renseignées en termes de qualité de la base de données. Donc, en fait, on utilise pour le codage qui est un peu vraiment, on va dire, le bénéfice de la BNDMR par rapport aux autres bases de données et même au SNDS, c'est le codage avec la nomenclature ORFA, qui est en tout cas, qui est fait pour les maladies rares. Et nous, par expérience, on a déjà plein de projets chaînés avec le HDH ou directement au niveau de la CNAM. On sait très bien qu'il est très difficile d'avoir un ciblage des maladies rares par les CIM10 ou les CCAM directement dans SNDS. On a vraiment absolument, on a beaucoup plus de patients qu'en fait, ce qui est attendu par rapport à notre base de données. Donc, en fait, l'alimentation de la base Bamara en amont de l'entrepôt, en fait, il y a deux modes d'alimentation. Il y a le mode saisi directement par, on va dire, les médecins, les attachés de recherche clinique dans les centres labellisés. Mais il y a aussi un autre mode qu'on appelle connecté cette fois-ci. Et c'est en fait, ils saisissent directement dans le DPI. Par exemple, à la PHP, il y a Orbis. Donc, ils utilisent le DPI. Donc, il y a la fiche maladie rare qui a été implémentée. Et donc, en fait, à chaque saisie, on a la fiche maladie rare qui remonte dans l'application Bamara. Et l'entrepôt, par contre, il est alimenté et mis à jour tous les mois. Il y a un décalage finalement d'un mois entre l'application Bamara et l'entrepôt de données de santé. Et donc, en fait, la base qu'on partage avec le HDH est plutôt une image de l'entrepôt de données de santé BNDMR. Les patients aussi, et ça vous le verrez aussi au niveau des données, c'est pour ça en fait j'ai mis ces points-là, tout ce qui est mis là, vous allez vivre avec au niveau de cette base de données, ça impacte finalement comment on va chercher, en fait construire les cohortes de patients dans la base de données. On a en fait, on va donner plutôt tous les dossiers de patients, ça veut dire un patient, il y a un ID qui permet finalement de cibler tous les dossiers du même patient. On sait bien, nous, on voit qu'il y a un patient, il est à Paris, il est à Nice, enfin, il a deux dossiers. Donc ça, c'est possible, mais il y a aussi la possibilité de reconstituer finalement toutes les activités par patient cette fois-ci en faisant finalement, en connectant tous les dossiers. Voilà, donc il n'y a pas de perte. Et après, il y a aussi tout le schéma de la labellisation, finalement, ce qu'on appelle le centre de prise en charge. Et puis, il y a le réseau qui est plus thématique. Et puis, il y a la filière thématique qui est beaucoup plus important. Et ces informations, c'est des variables aussi qui seront dans la base, ce qui permet aussi un petit peu d'avoir une certaine homogénéité dans la construction des cohortes de patients. Quelques indicateurs sur la base finalement au début mars pour l'entrepôt, mais vraiment à l'image de, par exemple, à date, tout ce qui serait partagé parce qu'on enlève tous les patients qui ont manifesté, bien sûr, une opposition à la réutilisation de leurs données. Donc là, on comptabilise pratiquement 1 200 000 patients uniques. Quand je dis patients, ce n'est pas dossier. Donc ces patients, bien sûr, en termes de dossiers, il y en a plus. Et puis parmi eux, donc à peu près 94% qui sont vivants, ça veut dire l'information du décès, attention,
soit n'est pas déclaré, parce que c'est déclaratif, hein, le décès dans la base, voilà, chez la base BNDMR, Bamara. Mais par contre, on fait aussi un chaînage en amont de l'entrepôt avec la base de l'INSEE, en fait, que l'INSEE publie pour les décès, sachant qu'on travaille, leur entrepôt, il est pseudonymisé. Donc, en fait, on travaille sur ce qu'on appelle l'identifiant de pseudonymisation en amont, et on construit le même algorithme, on le lance sur la base de l'INSEE, et on fait chaînage sur cet IDMR. J'essaie juste de, comme j'ai entendu des questions sur la qualité, de dire ça aussi, on y travaille pour améliorer la qualité de ce chaînage et ça dépend de l'identitovigilance en amont de Bamara. Donc, on remonte un peu les pistes. L'avantage que la BNDMR gère aussi l'application Bamara dans le cadre de soins et le développement de l'application. En fait, parmi les 72% des diagnostics sont dits probables ou confirmés. C'est très spécifique aux maladies rares, par contre, parce qu'il y a tout un parcours. En fait, quand le patient arrive, son diagnostic il est en cours d'investigation, et puis on va dire les médecins peuvent déclarer qu'il est probablement et cliniquement confirmé. Et quand on met confirmé, c'est généralement pour les maladies en fait qui sont génétiques, où il y a eu les résultats génétiques. Donc, ils ont été jusqu'au bout en fait des investigations pour ces maladies-là. Donc ça, c'est des informations importantes parce qu'on donne tout. Finalement, vous aurez aussi des patients avec un diagnostic en cours, etc. Mais finalement, on documentera tout ça. Tout ça est déjà documenté et sera partagé avec l'HDH. Ça vous permettra aussi, vous aurez des bonnes pratiques, comment constituer ces cohortes et les indications par rapport à on va dire, ces informations très spécifiques par rapport à ce système-là. Pour les codes ORFA, aujourd'hui, on a 5700 codes ORFA distincts. Bien sûr, pour 95%, c'est des codes de niveau maladie ou sous-type, pas des niveaux groupes. Il y a à peu près 400 groupes qui sont tolérés par Orphanet eux-mêmes, mais ça, c'est historique à ce système voilà, d'évolution des codes ORFA. Et puis, la profondeur historique, chez nous, elle est, on va dire, 2004, mais là, ce qu'on partage, c'est 2010. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que ça soit chaîné, parce qu'on va faire, nous, par contre, le chaînage, on l'a déjà fait dans le cadre d'un grand projet à Andromos, où on avait 500 000 patients en fait, qui ont été donc, dans ce cadre de ce projet Dromos. Et donc, on a, avec le HDH, on a finalement constitué les démarches pour, on va dire, toutes les étapes de chaînage, que ce soit direct sur le NIR ou complété par de l'indirect sur les variables en commun avec le SNDS. Et puis, à peu près, notre base, elle va s'alimenter tous les ans. On fera une mise à jour annuelle, selon la convention. Et environ, en fait, on estime, en tout cas, l'augmentation annuelle de cette base de 200 000 cas par an. Donc, l'avantage, finalement, je l'ai dit, finalement, même au niveau de la première slide, c'est qu'en fait, la base de données BNDMR, là, on partage que le set de données minimum. Mais en réalité, donc le set de données minimum, c'est vraiment le début de Bamara, donc pour la gestion d'activité. Mais aujourd'hui, ça s'enrichit avec beaucoup plus de recueils. Et par contre, donc l'avantage de chaîner, c'est vraiment de pouvoir constituer d'une façon sûre les cohortes maladies rares, comme je disais. Et puis, vous aurez quelques variables, pas beaucoup, qui vont se rajouter finalement au SNDS, qui sont des variables plutôt phénotypiques et cliniques. Le taux on va dire, de qualité de ces variables pour les deux premières, en fait, il faut savoir que c'est à peu près 60%. Mais ça, c'est une réalité de terrain, finalement. Ce n'est pas parce que c'est mal rempli. C'est juste parfois, dans les dossiers patients, ils ne trouvent pas cette information. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Et puis, description phénotypique et les gènes, c'est déclaratif. Finalement, s'ils ont été jusqu'à la confirmation génétique, ils le mettront ou pas. Donc voilà, dans le soin, on ne peut pas toujours obliger finalement les équipes à renseigner d'une façon à 100% les variables. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que toute la documentation, de toutes les façons, sera partagée sur le site du Health Data Hub et vous aurez plein de bonnes pratiques aussi et on sera là aussi en support par rapport aux besoins sur notre schéma. Voilà, merci, désolé. Merci beaucoup Nabila. On peut prendre peut-être une question s'il y a une question dans la... Bonjour et merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question par rapport, moi j'active dans l'oncologie. Est-ce que certaines tumeurs, du fait de la maladie, par exemple comme le cancer du poumon, qui sont fréquents, mais si on identifie certaines tumeurs avec des mutations génétiques qui sont extrêmement rares, est-ce que vous remontez ces types de tumeurs dans la base? Déjà, c'est une très bonne question sur les cancers rares, c'est ça ce que vous voulez dire? Il faut savoir que les cancers rares ne sont pas inclus dans le système de labellisation maladies rares en France.
Dans ORFA, le codage, ça existe en fait. Ils ont des codes et tout, mais ils sont pas finalement, ils font pas partie en fait de cette organisation. Probablement parce que le cancer, il y a tout un plan à côté, il y a l'INCA aussi. Mais en fait, il y a quelques cas de cancer pourtant renseignés ou les cas, par exemple, secondaires. On voit certaines maladies, par exemple, qui induisent un cancer après quelques années. En fait, ça, c'est vraiment libre et déclaratif. Effectivement, en phénotypique, on peut avoir ce genre d'informations. Et pour donc la partie gène, finalement, c'est que les maladies rares hors cancer. C'est ça la réponse. Merci beaucoup. De toute façon, voilà, on vous gardera un petit peu après les présentations pour le networking si d'autres questions sont en suspens. On a un petit peu le temps pour d'autres questions si jamais il y a. Mais... Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il existe une liste des maladies rares suivies dans la BNDMR? Qu'il y avait un gros chiffre de maladies. Oui, bien sûr. En fait, on publie sur notre site, en fait, tous les 6 mois, on met à jour un rapport de nombre de cas. Il suffit de taper sur Google nombre de cas BNDMR. Normalement, vous allez tomber directement. Ou même de la page d'accueil, je pense qu'il est encore affiché. Et donc, tous les 6 mois, on essaye de mettre à jour en fait, ce rapport qui détaille finalement tous les codes qui sont dans la base de données. Or, bien sûr, codes qui sont obsolètes, parce que ça peut exister aussi, et ce qu'on appelle le niveau groupe par rapport à la codification Orphanet. Voilà. Et vous avez le nombre de cas annuels et vivants aussi par rapport au chaînage qu'on fait. J'ai une question en ligne, et puis après on prendra votre question. Nabila, bonjour, merci pour cette présentation. Pour bien comprendre, est-ce que la BNDMR est inclue dans l'EDS APHP et est-ce que le set minimal inclut des données cliniques telles que les données de croissance issues d'Orbis? Alors, effectivement, c'est une question parce que, comme je disais, la fiche maladie rare est incluse dans Orbis. Donc, logiquement, ces données sont probablement dans le data lake de l'EDS APHP. Par contre, pour le moment, c'est un travail, ça c'est une autre équipe. En fait, il faut distinguer l'EDS BNDMR de l'EDS APHP. Même si j'ai dit l'EDS BNDMR est sous la responsabilité de l'APHP, c'est un entrepôt de données de santé national. Donc, en fait, il inclut lui-même tous les patients de l'APHP. Et l'EDS de l'APHP, c'est un EDS qui est une entité complètement séparée. Mais effectivement, ils ont la fiche maladie rare qui provient d'Orbis, qui peut être incluse dans l'EDS. Mais c'est un travail vraiment technique de leur côté, indépendant de nous. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous avez collecté des données relatives à la durée de l'errance diagnostique et à la durée d'établissement du diagnostic? C'est une question très importante et c'est même une des actions du plan national maladies rares 3 et qui continue avec le 4 parce que c'est vraiment aussi le but de ce système, c'est effectivement de réduire l'impasse et l'errance et les indicateurs sur ça. Il y a pas, en fait, il y a une définition de terrain qui n'a pas été reporté, on va dire, en termes de construction des variables, parce que ça a été fait probablement avant, en fait, en 2015, pour le set de données minimum. Par contre, il y a aussi, nous, on essaye de donner des indicateurs qu'on constitue, par exemple, pour la durée. Les patients en impasse, c'est tous les patients qui sont inclus depuis plus de 2 ans, peut-être un peu plus par rapport à ce que nous remonte le terrain. On va dire 5 ans, mais qui n'ont pas de diagnostic confirmé, qui sont toujours en indéterminé, parce que c'est ça les statuts en réalité. Le statut d'un diagnostic peut renseigner sur à quel niveau il se situe le diagnostic. Si, par exemple, un statut n'est jamais au début indéterminé, puisqu'il est en cours, si, par exemple, le centre décide de le mettre en indéterminé, c'est qu'ils ont fait toutes les investigations et il n'y a pas de résultat, et donc le patient, il est en impasse. Donc, c'est vraiment des définitions qu'on donne, mais attention, tout ceci se discute toujours avec les experts par rapport aux pathologies, parce qu'ils peuvent avoir d'autres façons de calculer. Et pour l'errance, par exemple, ce qu'on fait, nous, on calcule sur une période de 2 ans le délai entre, on va dire, l'inclusion de centre et la dernière activité. S'il est là depuis plus de 2 ans et il est toujours en cours, finalement, il n'a pas été confirmé son diagnostic. Donc, le patient, on estime que ces patients-là, quand on fait les indicateurs pour la DGOS, bien sûr, que c'est des patients probablement qui sont en errance, etc. Par contre, vous comprenez que sur le terrain, ils peuvent dire non, 2 ans, ce n'est pas assez pour dire ça, parce que la réalité, c'est que quand on fait la génétique, ça peut prendre beaucoup plus de temps, voilà, etc. Donc oui, il y a une possibilité de constituer des indicateurs, mais vraiment avec les experts. Merci beaucoup.